Les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sa flèche, sa forêt consumée par les flammes ont choqué le monde entier. Devant les zones d'ombre de l'enquête, une question demeure. Comment a-t-on pu arriver à un tel désastre ? Les causes seraient-elles totalement accidentelles ? Enquête sur l'incendie le plus marquant de ce début de XXIe siècle. C'était le lundi saint, je quittais Notre-Dame, il était sans doute 6h, 5h30, 6h moins le quart. C'est pas moi qui assurais la messe du soir. Et donc je quitte, peut-être une minute et demie après, je suis dans la rue du Cloître, qui est tout de suite la rue qui longe la cathédrale, et une commerçante me dit « Tiens, c'est bizarre, il y a de la fumée au-dessus de la flèche ». Je regarde, j'appelle tout de suite en disant « Il y a le feu, sûrement, à la cathédrale ». Et ils avaient effectivement eu déjà l'alerte. Il n'y avait plus personne et on attendait. Et j'ai attendu les pompiers sur le parvis et le vent était très fort et l'incendie allait à une vitesse énorme. C'est sans doute l'incendie le plus emblématique de ce début de XXe siècle. Signe de fin des temps pour les uns, simple coup de malchance pour d'autres, le désastre de Notre-Dame n'a, à ce jour, toujours pas de nom. Est-ce un acte criminel ou un simple accident ? Il faut bien reconnaître que l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame a pris, au fil du temps, des allures de procession administrative. Lente, silencieuse, presque méditative. On y avance à pas compter, comme si chaque nouvelle audition risquait d'ébranler un édifice bien plus fragile que les pierres de la cathédrale. Celui des responsabilités. 5 ans plus tard, aucune cause officielle n'est toujours retenue. Les investigations s'avèrent dès le départ assez difficiles, car peu d'éléments sont finalement à la disposition des enquêteurs. Leurs avancées reposent essentiellement sur des témoignages, et donc sur la bonne foi des employés présents au moment du drame ou juste avant. Les yeux sont évidemment tournés en premier lieu vers les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Ils opéraient pour le compte de la société Lebras Frères. C'est un chantier qui s'effectuait tout à fait normalement. C'est un chantier qui a été démarré depuis un peu plus d'un an et sur lequel il n'y avait pas de soucis particuliers. Nous, absolument aucun de nos salariés n'était présent au moment du départ de l'incendie. L'ensemble des consignes de sécurité qui étaient spécifiques à ce chantier ont été respectées. Des personnes qualifiées pour leurs tâches, mais pas toujours sensibles à la sacralité du lieu. En effet, nombre d'employés ont admis avoir fumé lors de leur pause sur les balcons. Qui sont entendus, nous on avait 12 salariés donc, qui étaient présents sur le chantier, qui naturellement ont été entendus à de nombreuses reprises en audition libre. Voilà. Il est certain qu'un mégot de cigarette n'a pu être à l'origine de l'incendie. Il est en réalité beaucoup plus probable que le feu provienne d'une gestion cataclysmique de câbles provisoires. En effet, en 2007 puis en 2012, des cloches électrifiées ont été installées dans les combles et au sein de la flèche. Censé être temporaire, le dispositif était en fait toujours en place en avril 2019, 12 ans plus tard. Voulait-on faire l'impasse sur son remplacement afin de réaliser des économies ? Il est permis de le suspecter. Et le résultat est là. Notre-Dame était assise sur un volcan. Car, avec ces installations temporaires, un simple court-circuit pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Sans compter que la thèse d'une intervention humaine dans le déclenchement de l'incendie, bien que rapidement écartée par les enquêteurs, ne semble à ce stade pas tout à fait impossible. Mais comme son échafaudage dépend des témoignages des employés, ces derniers pourraient, sans douter de leur bonne foi, n'avoir rien vu ou ne rien vouloir avouer. Personne soupçonné, évidemment, ce sont ces ouvriers. Est-ce que ce jour-là, avant de descendre, ils auraient fait un point chaud sans le déclarer? Est-ce qu'ils auraient fumé là-haut, dans la charpente? Est-ce qu'ils auraient amené du matériel, du combustible, du matériel susceptible de brûler ou d'accélérer un feu? Est-ce qu'ils auraient, par négligence, provoqué cet incendie? Par mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, il m'a dit avoir connu un seul départ de feu, dans la noue, c'est-à-dire la partie de toiture qui rencontre le transept. Il me dit uniquement ça. Et il ajoute, il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Enfin, s'il est impensable qu'un simple mégot soit à l'origine de l'incendie,
il ne faudrait pas non plus exclure qu'un déchet inflammable puisse avoir atterri, intentionnellement ou non, au milieu des câbles entremêlés. L'origine de ce déchet pourrait d'ailleurs ne rien avoir à faire avec les travaux. On sait par exemple que Notre-Dame était régulièrement visitée par des grimpeurs, ces adolescents et jeunes adultes qui s'amusaient à la gravir par effraction. La grande quantité de vidéos qu'ils postaient sur Internet démontre l'ampleur du phénomène. Et si l'un d'entre eux avait laissé choir un élément inflammable, cela aurait pu se faire de manière involontaire ou par simple volonté de dégradation. Combiné à un court-circuit, la présence d'une matière inflammable constitue une hypothèse de départ de feu acceptable. Ce dernier se serait alors rapidement étendu à l'ensemble des câbles et à la charpente. Non, ce qui explique que ça s'est emballé aussi fortement et aussi rapidement, c'est qu'ils ont dû mettre des produits pour protéger le bois et que c'est ça qui est en plus enflammé, voilà. Alors comme il y avait un courant d'air terrible, donc ça, vous savez, ça se répand vite. Hein. C'est un lieu fermé, voilà, c'est un lieu, elle date du Moyen-Âge, hein, donc c'était quand même du bois sec, hein, très sec. Si l'on devait désigner un moment précis où le destin de Notre-Dame a basculé, ce serait probablement les 20 premières minutes après le déclenchement de l'alarme. 20 minutes, c'est peu, mais dans le déroulé d'un incendie, c'est une éternité. Tout commence par une série d'erreurs humaines, banales, presque absurdes, commises par un mélange de manque de formation, d'hésitation et d'organisation défaillante. L'alarme incendie s'est déclenchée une première fois à 18h18. L'agent de sécurité chargé de la vérification, un employé du prestataire privé Elitis, aurait mal interprété l'emplacement de l'alerte. Il connaît très peu les lieux, il passe son temps assis à regarder un panneau de contrôle avec des diodes qui signaleraient le début d'un incendie. La consigne était pourtant simple, se rendre immédiatement dans la zone indiquée par la centrale de détection. Or, cette zone, un comble situé sous la toiture, n'a pas été identifié correctement. L'agent se serait rendu tout simplement ailleurs. Ceci pendant que les flammes, elles, gagnaient en intensité. Ce n'est qu'après un second appel, lorsque le superviseur a réalisé que l'agent n'était pas au bon endroit, que la vérification aurait repris, cette fois dans la bonne direction. Nul besoin d'être un spécialiste pour comprendre ce que cela implique. Entre l'alarme et l'appel aux pompiers, 23 minutes se sont écoulées. 23 minutes où la possibilité d'une extinction rapide était encore envisageable. 23 minutes où chaque seconde perdue transformait la situation en désastre national. Comment une procédure aussi cruciale peut-elle dépendre d'employés manifestement peu formés à la complexité d'un monument comme Notre-Dame ? Les évaluations réalisées après l'incendie ont montré que les agents devaient gérer un système d'alarme très complexe, basé sur des numérotations de zones peu intuitives, des schémas techniques difficilement lisibles, des consignes de vérification qui auraient fait pâlir d'angoisse un sapeur-pompier professionnel. Or, ces agents, salariés d'un sous-traitant, n'étaient ni experts en architecture monumentale, ni techniciens du feu, et encore moins gardiens de charpentes millénaires. De là à supposer que leur recrutement répondait à une logique d'économie, il n'y a qu'un pas, après tout. Faire appel à une société privée à bas coût, plutôt qu'à un service interne spécialisé et formé, permettait de réduire les dépenses de sécurité d'un monument dont le budget était déjà notoirement serré. Difficile, en effet, de ne pas remarquer que la cathédrale la plus célèbre du monde n'était pas protégée avec les moyens que l'on aurait jugés élémentaires pour une simple tour de bureau. Des effectifs réduits, une formation sommaire, un système d'alarme complexe et un protocole que l'on pourrait qualifier, pour rester courtois, d'inadapté. Alors, simple négligence, hasard malheureux, ou bien symptôme d'un problème plus profond? Cette habitude tenace à économiser sur la sécurité du patrimoine chrétien d'avant 1905, dont l'État assume la propriété, mais rarement les coûts. Une chose est sûre, si les pompiers avaient été prévenus dès la première alarme, s'ils avaient pu intervenir dans les instants où le feu était encore contenu, l'histoire de ce 15 avril aurait été tout autre.
le brasier n'aurait sans doute jamais atteint la toiture et la flèche serait probablement encore debout. Le monde n'aurait pas regardé, en direct, s'effondrer l'un des symboles les plus puissants de la civilisation occidentale. Mais le destin de Notre-Dame s'est joué dans un couloir à cause d'un mauvais plan, d'une erreur de lecture, d'une organisation qui semble aujourd'hui presque irréelle. Tout un tragique mélange fait en réalité de petites économies, d'erreurs manifestes et de visions étroites de la défense du patrimoine. Officiellement, l'enquête suit son cours. Officieusement, on devine que personne n'est très pressé de découvrir une vérité qui pourrait coûter cher, très cher. Et pour cause, les assurances ne sont pas exactement en situation de jouer les mécènes. On ne parle pas ici de millions d'euros, mais de centaines de millions. Un gouffre financier capable de précipiter plusieurs entreprises dans le vide et leurs assureurs avec elles. Dès lors, mieux vaut que les conclusions de l'enquête soient prudemment formulées. Un seul excès de clarté pourrait transformer un expert judiciaire en fossoyeur de PME. Dans ce contexte, l'État français apparaît presque soulagé de voir les donateurs prendre la plume et le chéquier pour financer la reconstruction. Les familles du patriciat fiscal français, les entreprises en quête de défiscalisation vertueuse, les touristes émus devant les images de la flèche écroulée, tous ont participé. Une véritable bénédiction. Des auspices qui relèguent en fond de scène une évidence gênante. C'est bien l'État, avec le clergé et la ville de Paris, qui avait en charge la sécurité du monument. Charge dont la performance s'est révélée pour le moins en deçà des attentes. Car si la thèse d'une erreur humaine est délicate à manier, ce n'est pas uniquement par compassion envers les ouvriers du chantier. C'est aussi parce qu'elle soulignerait brutalement un paradoxe que certains préféreraient garder sous cloche. On demande à des cathédrales millénaires d'être mieux protégées qu'une tour de la Défense, mais avec 10 fois moins de personnel et 100 fois moins de moyens. L'exemple récent du vol du musée du Louvre le démontre encore. Les bâtiments les plus visités du pays sont surveillés par des équipes réduites, peu formées aux risques spécifiques des bâtiments historiques et encadrées par des procédures inspirées d'un autre siècle. On ne peut pas dire que cela respire la prévoyance. À cet égard, il serait même tentant de parler d'un secret de Polichinelle. Notre-Dame n'était pas équipée comme un monument au XXIe siècle, mais comme une cathédrale au XIXe siècle, époque où un extincteur était encore perçu comme une fantaisie bourgeoise. Pourtant, des alertes avaient été données et transmises jusqu'au plus haut sommet de l'État. En 2016 notamment, lorsque Paolo Vannucci, un chercheur rattaché à l'université de Versailles et intervenant pour des travaux du CNRS, a remis un rapport au gouvernement Valls sur la vulnérabilité de Notre-Dame de Paris. Son diagnostic mettait en évidence une quasi-absence de dispositifs anti-incendie efficaces dans les combles et une exposition forte au risque d'embrasement rapide. Il préconisait des mesures concrètes, nouveaux systèmes d'extinction, renforcement des dispositifs de détection, procédures opérationnelles adaptées. Mais le gouvernement Valls s'empressera de classer le document secret défense. Pourquoi ? La justification officielle, intervenant bien après l'incendie et la polémique autour de ce rapport, fera état d'un risque de réutilisation pour des actes terroristes. Mais on peut penser, au-delà de simples questions de sécurité, que l'État n'avait aucun intérêt politique à présenter Notre-Dame comme un gigantesque bûcher en puissance. Classer ce rapport dispensait de tout débat public sur la question, et donc de mise en œuvre des recommandations du chercheur. Il faut dire que gérer le patrimoine chrétien français n'a jamais été la priorité absolue d'un appareil d'État qui préfère inaugurer les musées plutôt que réparer les toitures. Si l'on s'en tient à la communication officielle, la restauration de Notre-Dame de Paris relève d'un élan spontané et généreux. Une communauté internationale, ébranlée par les images du feu, se serait levée d'un seul élan pour offrir à la cathédrale une seconde vie. Le chef de l'État lui-même, dans les heures qui ont suivi l'incendie, avait promis solennellement une reconstruction sous 5 ans, en invitant chacun à contribuer à l'effort national.
Pourtant, à y regarder de plus près, le financement de ce chantier du siècle n'a pas été aussi limpide qu'on le prétend. On parle beaucoup des engagements spectaculaires, des centaines de millions promis par les grandes familles et les groupes du luxe français, mais la réalité de ce qui est effectivement versé et de ce à quoi sert l'argent donné demeure étonnamment floue. D'une part, comme l'ont souligné certains rapports et enquêtes, les sommes réellement perçues au lendemain de l'incendie ont été bien moindres que les promesses médiatisées. Alors que LVMH, Kering, L'Oréal ou encore Total faisaient état de dons colossaux, une partie significative de ces engagements n'avait, dans un premier temps, jamais été versée concrètement, certaines grandes promesses restant suspendues à des clauses ou décisions non rendues publiques. D'autre part, il est révélateur que les fonds levés auprès des particuliers n'aient pas exclusivement servi à financer les travaux de reconstruction. Une bonne partie des dons a en réalité couvert des frais de fonctionnement et d'administration, y compris le fonctionnement de l'organisme public chargé de la restauration, ce qui contrevient à l'esprit même de la loi qui voulait que ces contributions soient utilisées exclusivement pour la restauration. Les millions versés par des citoyens, petits et grands, pour sauver un patrimoine universel ont, en partie, servi à faire tourner la machine administrative autour de la cathédrale, et pas seulement à rebâtir la charpente ou à restaurer les voûtes. L'émotion populaire a presque autant contribué à financer la bureaucratie que le chantier lui-même. Dans ce mélange d'intérêts publics, de mécénat et de politique, le rôle d'Emmanuel Macron apparaît plus que jamais central et paradoxal à la fois. Sur la scène publique, le président de la République a su transformer l'élan national pour Notre-Dame en une image de rassemblement, symbole national, récit inspirant, fenêtre d'espérance pour une France souvent déchirée. Mais ce récit sert aussi une stratégie bien politique. Faire reposer sur l'élan volontaire des citoyens et des donneurs la charge financière principale de ce qui aurait dû être, pour l'État, une responsabilité patrimoniale. Ce transfert de charge de l'État vers les contribuables et mécènes privés pose une question essentielle. Faut-il que la sauvegarde de l'une de ces figures historiques devienne un exercice de marketing plutôt qu'un devoir régalien financé par les impôts et géré par l'administration? Cette logique a ses paradoxes. D'un côté, elle permet à l'exécutif de revendiquer une réussite politique. La cathédrale renaît dans le temps et dans les budgets, grâce à l'énergie de la nation. D'un autre, elle dispense l'État d'assumer pleinement ses manquements antérieurs, qu'il s'agisse de l'entretien préventif ou de la sécurité générale du monument. Autrement dit, l'émotion populaire a servi à maquiller des déficits structurels sous le sceau d'une communion nationale. Et dans ce théâtre médiatique et politique, l'absence du pape François à la réouverture de la cathédrale n'est pas sans signification. Malgré l'invitation explicite d'Emmanuel Macron, le souverain pontife n'a pas jugé bon d'être présent lors de la grande cérémonie de décembre 2024, préférant un déplacement ailleurs, ce qui a suscité déception et interrogation. La raison, plus profonde qu'un simple calendrier, pourrait bien être symbolique. Le pape François, au cours de son pontificat, s'est montré réservé vis-à-vis des mises en scène grandioses du catholicisme patrimonial. Dans cette perspective, on peut penser que François n'avait pas particulièrement à cœur de contribuer au rôle politique que Macron attache à la cathédrale, et encore moins de lui permettre de redorer son blason aux frais du patrimoine chrétien. Ce désaccord tacite, presque feutré, entre un président qui fait de Notre-Dame de Paris un pilier de son récit politique et un pape qui s'en tient à une présence plus distante, illustre une dualité profonde dans l'âme française, celle d'un peuple qui veut voir renaître ses gloires historiques et celle de responsables politiques qui nient la part qui leur incombe. Le financement de la reconstruction, loin d'être simplement un acte de générosité, devient lui aussi un révélateur de cette France contemporaine. Une nation où l'État, souvent moins prompt à assumer ses devoirs qu'à orchestrer les perceptions, voit dans la cathédrale non plus un patrimoine à sauver, mais aussi une scène politique à exploiter. Si l'enquête avance avec la lenteur d'un cierge qui se consume, ce n'est pas parce qu'elle manque d'indices, mais peut-être parce qu'elle en a trop et qu'aucun ne mène
à une issue politiquement confortable. Le récit officiel préfère donc l'ombre à la lumière. Un accident, oui, mais un accident sans coupable, sans manquement, sans défaillance humaine ou institutionnelle. Un accident tombé du ciel, presque providentiel. Et surtout, qui ne fera trembler ni les finances publiques, ni les compagnies d'assurance, ni les institutions responsables. En France, certaines vérités brûlent plus fort que les charpentes. Je suis persuadé que il y a un signe à travers cela, comme il y a eu un signe après avec la Covid, comme il y a un signe avec la guerre, je pense qu'il y a comme une sorte un peu d'avertissement de Dieu en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?